Michael Carter tremblait devant l'austère salle d'audience de New York. La voix du juge Harmon ricana était froide et inflexible. « Ta mère est coupable, mon garçon. Rien de ce qu'un enfant de la cité peut dire n'y changera quelque chose. » Ce que le juge ne savait pas, c'est que le carnet serré dans les mains de ce garçon de 12 ans contenait la preuve qui permettrait non seulement de libérer sa mère mais aussi de dénoncer un système judiciaire corrompu. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, dites-moi dans les commentaires si vous croyez en la justice pour tous. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires d'outsiders qui se sont battus pour s'élever au-dessus des obstacles. Voici maintenant comment ce garçon courageux a affronté l'un des juges les plus redoutés de New York. Michael était un jeune garçon noir brillant mais réservé de Harlem. Il vivait avec sa mère célibataire, Leticia Carter, une travailleuse acharnée, dans un appartement exigu qui contenait à peine leurs maigres possessions, mais qui débordait d'amour et d'ambition. Leticia travaillait comme assistante administrative chez Morrison & Blackwell, un prestigieux cabinet d'avocats de Manhattan où les associés apprenaient rarement le nom du personnel de soutien, mais exigeaient une loyauté et une perfection absolue. Pendant 3 ans, Leticia avait été exemplaire, elle arrivait tôt, restait tard et soutenait les avocats du cabinet sans se plaindre, tout en jonglant avec ses responsabilités de mère célibataire. Gregory Wilson, un riche avocat blanc aux relations politiques et dont le diplôme de Harvard était fièrement affiché dans son bureau d'angle, la regardait avec un mépris à peine dissimulé. Il lui faisait souvent répéter des tâches simples et remettait publiquement en question ses compétences. Les ennuis ont commencé lorsque plusieurs dossiers clients de grande valeur, contenant des informations sensibles sur une importante fusion d'entreprises, ont disparu. Des documents pouvant rapporter des millions à la concurrence avaient été volés. Lors d'un audit de routine, Gregory a immédiatement accusé Leticia, sachant que les associés le croiraient plutôt qu'une femme noire de Harlem. Elle traîne toujours dans les archives, a-t-il dit à l'associé directeur avec un regret fin. J'ai remarqué qu'elle reste après les heures d'ouverture sans raison. Bien que sans fondement, ces accusations ont incité les associés à appeler la police au lieu de mener une enquête interne. Le lendemain matin, alors que Michael se préparait pour l'école, des agents du NIP ont fait irruption chez eux, armes au poing, criant des ordres contradictoires qui ont terrorisé la mère et le fils. Ils ont saccagé le petit appartement sans mandat, fouillant leurs affaires avec un mépris total, brisant des photos de famille et considérant leurs rares biens comme sans valeur. Michael regarda, impuissant, 2 policiers menotter brutalement sa mère, ignorant son insistance calme sur une erreur. « S'il te plaît, mon fils » cria Leticia tandis qu'il l'entraînait. « Appelle tante Denise pour qu'elle vienne te chercher. » Michael ne put ignorer la brutalité avec laquelle les policiers, majoritairement blancs, dominaient sa mère, ni les remarques racistes qu'il jugeait trop discrètes pour être entendues. « Ils sont tous pareils » murmura l'un d'eux à son partenaire, faisant référence aux bénéficiaires de l'aide sociale qui en voulaient toujours plus. Michael savait que sa mère n'avait jamais touché d'aide sociale où elle avait cumulé plusieurs emplois depuis sa naissance pour subvenir à leurs besoins, mais les policiers avaient pris leur décision. Au commissariat, Leticia fut traitée comme une criminelle endurcie plutôt que comme une suspecte. On lui assigna comme avocate commise d'office Jane Feldman, une avocate surmenée aux yeux injectés de sang et au dossier si épais qu'il était à peine clos. Feldman passa moins de 5 minutes avec Leticia, jetant un coup d'œil au rapport de police et consultant sa montre à plusieurs reprises. « Écoutez, les preuves ne sont pas concluantes » dit-elle sans croiser le regard. « Ils ont trouvé des documents confidentiels cachés dans votre bureau au travail. Le mieux que je puisse faire, c'est négocier une peine. Peut-être 3 à 5 ans au lieu de 7 à 10. » Quand Leticia a tenté d'expliquer qu'elle n'avait jamais vu ces documents, que quelqu'un avait dû les dissimuler, l'avocat a soupiré d'impatience. « C'est ce que tout le monde dit. Le juge ne vous croira pas, croyez-moi. » 2 jours plus tard, Michael rendit visite à sa mère en prison. La froide table en métal qui les séparait rendait leur séparation encore plus durable. Les yeux de Leticia étaient gonflés par le manque de sommeil, et son apparence habituellement impeccable était débraillée après des jours passés en cellule. « Chérie, je n'ai rien fait de tout ça » murmura-t-elle en lui prenant la main. « Mais personne ne me croira plus que Monsieur Wilson, il est riche, blanc et bien placé. »« Je sais que tu es innocente, maman » termina Michael à sa place. « Je trouverai un moyen de le prouver. » Leticia secoua fermement la tête. « Non, Michael. Concentre-toi sur tes études. Reste chez Madame Jackson, à côté, jusqu'à ce que je règle ça. Promets-moi de ne pas t'en mêler. » Même s'il hochait la tête, Michael savait qu'il ne pourrait pas tenir cette promesse. Leticia devait comparaître devant le juge Richard Harmon, surnommé « le marteau »,
pour ses peines sévères contre les minorités. L'avocat commis d'office, surmené, l'avait averti de ne pas s'attendre à une justice équitable. Le juge Harmon voit des accusés noirs et il voit des coupables, a-t-elle déclaré sans détour. Resté seul dans leur appartement, encore marqué par les cicatrices de la descente de police, Michael prépara un petit sac pour aller chez Madame Jackson, une voisine bienveillante qui le connaissait depuis son plus jeune âge. La date du procès fut fixée dans 2 semaines seulement, à peine assez de temps pour une défense digne de ce nom, même si Laetitia avait un avocat convaincu de son innocence. Ce jour-là, Michael fit le vœu secret de sauver sa mère. La bibliothèque publique de New York devint sa seconde demeure. Ses couloirs de marbre et ses imposantes étagères lui offraient à la fois refuge et opportunité, alors qu'il affrontait une vie quasiment solitaire dans la ville la plus peuplée du monde. La bibliothèque principale de la 5e avenue l'intimida d'abord, avec ses statues de lion et sa clientèle aisée, mais il découvrit bientôt la section juridique au 3e étage. Là, des volumes de jurisprudence et d'histoire du droit reliés en cuir s'alignaient sur les murs, tels des soldats au garde à vous, attendant d'être appelés en mission. La bibliothécaire Zelena Ramirez, une femme pragmatique au regard bienveillant, remarqua le petit garçon noir qui transportait jour après jour d'énormes volumes juridiques jusqu'à une table d'angle, son carnet rempli de notes manuscrites méticuleusement trop précises pour son âge. « Tu es trop jeune pour la faculté de droit », lui fit-elle remarquer le 3e jour, en posant une bouteille d'eau et une barre de céréales à côté de sa pile de livres. « Tu devrais être dans une école normale maintenant. » Michael se prépara au rejet auquel il s'était habitué de la part des autorités. Mais Madame Ramirez le surprit en tirant une chaise et en lui disant doucement « Je ne vous dénoncerai pas. Ces livres sont bien trop avancés pour la plupart des adultes, et encore moins pour un enfant. » Lorsque Michael expliqua timidement sa situation, l'expression de la bibliothécaire s'adoucit, marquée par la compréhension plutôt que par la pitié. « Mon frère a été condamné à tort quand j'étais jeune, » confia-t-elle. « Je sais ce que le système peut faire aux familles comme la mienne. » Dès lors, Madame Ramirez est devenue son guide, l'aidant à accéder aux ressources juridiques et aux bases de données en ligne habituellement réservées aux étudiants et aux professionnels du droit. Tous les membres de la bibliothèque n'étaient pas aussi compréhensifs. Les agents de sécurité suivaient Michael partout, inspectant son sac à dos à chaque entrée et sortie, et un bibliothécaire plus âgé se plaignait fréquemment des « enfants » qui n'avaient rien à faire. Malgré ces obstacles, Michael a découvert quelque chose d'extraordinaire en lui-même. En étudiant des dossiers, il a assimilé des concepts juridiques complexes avec une facilité déconcertante, mémorisé des précédents en une seule lecture et identifié des schémas dans les décisions judiciaires qui ont défini une stratégie à suivre. Son carnet s'est transformé en un dossier détaillé sur l'affaire de sa mère, avec chronologie des témoins, relevé des fautes policières et jurisprudence pertinente pour étayer sa défense. Après une semaine de recherche, Michael réalisa qu'il avait besoin d'informations précises sur ce qui se passait réellement au cabinet. Un soir, après la fermeture de la bibliothèque, il prit le métro pour se rendre au lieu de travail de sa mère, un gratte-ciel rutilant de Midtown qui abritait Morrison et Blackwell, tel un monument du pouvoir et des privilèges. Le poste de sécurité dans le hall semblait une barrière infranchissable, jusqu'à ce que Walter Johnson, un agent d'entretien noir d'un certain âge, en peau cigarette, remarque Michael qui rôdait près des portes tournantes. « Tu es le fils de Laetitia ?» demanda-t-il en sortant. Michael acquiesça, et Walter jeta un coup d'œil autour de lui et murmura « Suis-moi jusqu'au quai de chargement. » Il n'y a pas de caméra. Dans l'ascenseur de service, Walter s'appuya contre le mur et avoua qu'il était concierge de nuit depuis 20 ans. « Ta mère, dit-il doucement, est quelqu'un de bien. Elle m'a toujours traité comme un être humain, pas comme l'homme invisible que tout le monde ignore dans un bureau vide. » Il marqua une pause, le regard assombri par l'inquiétude. « J'ai vu Wilson avec ses dossiers manquants la veille du jour où tout s'écroule. Il les a glissés dans sa serviette, jetant constamment des coups d'œil par-dessus son épaule. Dès qu'il m'a aperçu, il s'est figé comme s'il avait vu un fantôme puis a essayé de faire semblant de travailler tard. » Le témoignage de Walter pourrait sauver la mère de Michael, mais lorsque Michael lui a suggéré de se manifester, le concierge a secoué la tête. « J'ai fait du tort à mon propre fils il y a 30 ans, avant ta naissance, » a-t-il admis d'une voix lourde. « J'ai endossé la responsabilité de quelque chose que je n'ai pas fait, et cela me suit partout. Si je tiens tête à un avocat comme Wilson, qui croyez-vous qu'il croira ?» Désespéré, Michael attendit 3 heures dans le couloir miteux devant le bureau du défenseur public avant que l'avocate Jane Feldman n'apparaisse enfin. Elle lui jeta à peine un coup d'œil et secoua la tête. « Je n'ai pas le temps pour ça, lança-t-elle. Le cas de votre mère est simple.
Dites-lui d'accepter la demande avant que la situation ne s'aggrave. Alors qu'elle s'éloignait précipitamment, Michael l'entendit rire avec un procureur dans l'escalier ou une cruauté légère alors qu'il discutait de la possibilité de faire de sa mère un exemple. Son cœur se serra. Elle avait décidé que sa mère était coupable sans même examiner les preuves. Il s'est retiré dans un centre communautaire de Harlem, où des ateliers juridiques gratuits étaient organisés le week-end. C'est là qu'il a rencontré Marcus Thompson, un étudiant en droit de Columbia qui donnait bénévolement de son temps. Au début, Marcus a ignoré les questions du jeune homme de 12 ans sur la procédure pénale. Mais lorsque Michael a commencé à citer des cas précis et à poser des questions nuancées sur la suppression de preuves, la condescendance de Marcus a cédé la place à l'intérêt. « Où as-tu appris tout ça ?» demanda Marcus, sincèrement surpris. « J'ai étudié », répondit Michael en ouvrant son carnet pour révéler des notes d'enquête méticuleusement organisées. Marcus siffla doucement. « C'est plus complet que ce que la plupart de mes camarades ont compilé. » Pour la première fois depuis l'arrestation de sa mère, Michael ressentit une lueur d'espoir. Marcus accepta de l'aider à préparer ses arguments et à comprendre le protocole du tribunal. « Je ne peux pas représenter officiellement votre mère, » a averti Marcus, « mais je peux vous en apprendre suffisamment pour aider son avocat à repérer les faiblesses du dossier de l'accusation. » Aucun des deux n'a exprimé à haute voix la dure vérité qu'ils ressentaient tous deux, dans un système biaisé contre les personnes qui leur ressemblaient. Sa mère aurait besoin de tous les avantages pour obtenir un semblant de justice. Le matin de l'audience préliminaire, le ciel était lourd et maussade au-dessus du palais de justice du comté de New York. Tandis que Michael parcourait le hall de marbre, son cœur battait si fort qu'il craignait que les gardes ne l'entendent et ne le renvoient. Vêtu de sa seule chemise boutonnée et de son pantalon kaki ou des vêtements que sa mère avait achetés pour une présentation à l'école, il se glissa derrière un groupe d'étudiants en droit et se glissa dans le couloir. Dans la salle d'audience, conçue pour intimider les citoyens ordinaires avec son haut plafond, ses boiseries sombres et le banc du juge qui se dressait au-dessus, Michael aperçut sa mère conduite par un huissier. Sa combinaison orange pendait amplement sur sa silhouette frêle. En seulement 2 semaines, elle avait maigri, ses pommettes saillantes, ses yeux cernés par la peur et l'épuisement. L'avocat Feldman jeta à peine un coup d'œil à Laetitia Carter lorsqu'elle prit place à la table de la défense, sans même prendre la peine d'ouvrir le dossier. Le juge Richard Harmon entra précipitamment, comme impatient de terminer sa journée et de se rendre à un match de golf. « Levez-vous tous », annonça l'huissier. Michael leva les yeux vers Harmon, un homme blanc d'une 60aine d'années aux cheveux argentés clairsemés et aux yeux bleus froids qui observait la salle d'audience comme s'il observait des spécimens de moindre importance dans un zoo. L'audience préliminaire s'est déroulée à un rythme inquiétant. Le procureur Maxwell Brooks a exposé les arguments de l'État. Votre honneur, la défenderesse, alors qu'elle occupait un poste de confiance, a dérobé des dossiers clients confidentiels contenant des informations financières sensibles. Ces documents ont été retrouvés dans le tiroir de son bureau lors d'une perquisition légale, et de nombreux témoins sont prêts à témoigner de son comportement suspect dans les jours précédant le vol. Face à cette litanie de faits présumés, Feldman n'a soulevé aucune objection, même s'il a formulé des affirmations douteuses quant à la légalité de la perquisition et à la chaîne de possession. Lorsque son tour est venu, Feldman s'est contenté de déclarer « Votre honneur, ma cliente plaide non coupable et nous demandons une caution raisonnable, étant donné que Madame Carter n'a pas d'antécédents judiciaires et est la seule tutrice d'un mineur. » Cette défense tiède a réveillé Michael, qui prenait des notes en silence au dernier rang. Avant qu'il ne puisse se remettre en question, il s'est levé et s'est écrié « Votre honneur, il y a de graves violations de procédure dans cette affaire qui doivent être corrigées. » Le silence se fit dans la salle d'audience, tous les regards se tournant vers le courageux petit garçon noir qui se tenait dans la galerie, l'air de défi. Le visage du juge Harmon s'assombrit de colère derrière ses lunettes. « Qui a laissé entrer un enfant ici ?» Huissier, faites immédiatement cesser ce trouble. À l'approche de l'huissier, Michael parla plus fort, d'une voix assurée malgré son cœur battant, « Ma mère est innocente, et j'ai des preuves qui n'ont jamais été prises en compte. Le mandat de perquisition a été exécuté de manière irrégulière, et les prétendues preuves ont été dissimulées. » Depuis le banc, le juge Harmon laissa échapper un rire méprisant tandis que des murmures parcouraient l'auditoire majoritairement blanc. « Écoute, mon garçon, ce n'est pas un jeu d'enfant, » ricana-t-il. « C'est un tribunal. Les enfants de quartier comme le vôtre n'ont pas leur place ici. Retournez à vos jeux vidéo et laissez les adultes s'occuper des vraies affaires. » Mais Michael, fort de tout ce qu'il avait appris lors de ses longues séances de recherche, a refusé de se taire. En vertu de l'article 104 de la loi sur les tribunaux de la famille de l'État de New York, en tant qu'enfant de l'accusé et témoin potentiel des événements pertinents,
J'ai le droit de soulever des questions de procédure, en particulier lorsqu'elles affectent la stabilité et le bien-être de ma famille. La salle d'audience fut plongée dans un silence stupéfait tandis que la citation juridique précise de Michael flottait dans l'air, et que le sourire cruel du juge Harmon se figeait sous le choc. Michael comprit, à cet instant, que ses paroles avaient eu une force indéniable. Les yeux du juge Harmon s'écarquillèrent, incrédule qu'un jeune noir de Harlem puisse citer un code juridique précis qu'il ne pouvait pas immédiatement écarter. L'instant s'éternisa, la tension montant dans la salle d'audience jusqu'à ce que son expression se transforme en une rage à peine contenue. « Appelez l'huissier », ordonna-t-il. Ils chuchotèrent brièvement, puis le juge se tourna de nouveau vers Michael. « Vous avez exactement 1 minute pour dire ce que vous jugez important, après quoi vous serez escorté dehors. » L'indulgence de ce tribunal a des limites. Michael savait que cette petite victoire était temporaire, mais il en profita. Rapidement mais clairement, il expliqua que le mandat de perquisition avait été exécuté sans la procédure de frappe à la porte requise par l'arrêt Hudson et Michigan. Il souligna que la chaîne de possession des documents prétendument volés était compromise, ils avaient été retrouvés dans un tiroir de bureau non sécurisé, accessible à tous, y compris à Gregory Wilson, qui avait à la fois le mobile et la possibilité de piéger sa mère. De plus, a poursuivi Michael, l'accusation n'a pas établi de cause probable au-delà de la simple accusation, ne répondant pas à la norme établie dans l'affaire Illinois et Gates. Avant qu'il puisse énumérer d'autres violations procédurales, le juge Harmon l'interrompit d'un coup sec de marteau. Ça suffit. Vos 30 secondes sont écoulées. En réalité, à peine 20 secondes s'étaient écoulées, mais Michael reconnut l'exercice arbitraire du pouvoir pour ce qu'il était. Se remettant du choc d'avoir été défié par un enfant, le procureur Brooks intervint d'une voix douce, « Votre honneur, quelle que soit l'interprétation créative de la loi par ce jeune homme, l'État demande le refus de sa mise en liberté sous caution. L'accusé a accès à des informations sensibles qui pourraient être vendues à des concurrents, ce qui le rend vulnérable à la fuite. » Michael surprit le regard entendu échanger entre le juge Harmon et Brooks une confirmation silencieuse que l'issue était déjà décidée. Sans même faire semblant d'y réfléchir, le juge annonça, « La caution est fixée à 5 millions de dollars, en espèces uniquement. » Une somme astronomique pour un délit non violent, garantissant de fait que Laetitia resterait en prison jusqu'à son procès. Alors que sa mère était emmenée, elle se retourna et regarda Michael avec des yeux pleins de fierté et de peur, fierté de son courage, peur des conséquences que son défi pourrait entraîner. À la sortie du tribunal, Marcus Thompson, qui avait assisté à toute la conversation, prit Michael à part. « C'était soit la chose la plus courageuse, soit la plus stupide que j'ai jamais vue, » murmura-t-il avec urgence. « Il faut que tu comprennes à qui tu as affaire. Le juge Harmon est surnommé le marteau parce qu'il frappe plus fort contre les accusés qui nous ressemblent. Personne n'a jamais réussi à le défier en 20 ans de carrière. » Michael a simplement répondu, « Alors il n'a jamais rencontré quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. » En descendant les marches du palais de justice, il entendit le juge Harmon parler à Brooks derrière une entrée latérale, ignorant la présence de Michael. « Ne vous inquiétez pas pour le gamin, » dit le juge en allumant un cigare coûteux malgré l'interdiction de fumer du palais de justice. « Je veillerai à ce que cette affaire avance rapidement. Nous l'enverrons dans le nord de l'État avant que ce garçon ne puisse lire un autre livre de droit. » La cruauté désinvolte du juge et sa certitude absolue qu'il pouvait détruire la vie de sa mère sans conséquence n'ont fait que renforcer la détermination de Michael. De retour à l'appartement de Madame Jackson, un ami de la famille l'a supplié d'arrêter. « Mon chéri, tu ne fais qu'empirer les choses, » a-t-elle dit, les larmes aux yeux. « Le système est injuste, mais il est puissant. Ta mère ne voudrait pas que tu prennes des risques. » Mais Michael ne pouvait pas et ne voulait pas s'arrêter. La liberté de sa mère, peut-être même sa vie, dépendait de son combat contre un système conçu pour les vaincre tous les deux. « Je dois m'arrêter ici pour vous demander, auriez-vous le courage de vous lever devant un tribunal rempli d'adultes et de vous battre pour la justice, même si tout le monde se moquait de vous ? Commentez, 1. Si vous pensez que Michael a eu raison de contester le juge, ou, 2. Si vous pensez qu'il devrait tenir compte de l'avertissement de Madame Jackson et rester en dehors de l'affaire. Cliquez sur « J'aime » si vous admirez son courage, et abonnez-vous pour découvrir la suite de cette incroyable histoire vraie d'un prodige qui s'attaque à un système judiciaire corrompu. Continuons et découvrons quels alliés inattendus pourraient surgir pour aider Michael dans sa quête apparemment impossible. D'abord considérée par le personnel du tribunal comme une perturbation inoffensive, la comparution de Michael au tribunal a attiré l'attention d'une sténographe judiciaire, qui a partagé l'histoire avec sa colocataire, productrice d'une chaîne d'information locale avide de récits humains captivants.
Le reportage de 32 secondes qui en a résulté, sur un prodige du droit de 12 ans défiant, le marteau, pour le bien de sa mère, a suscité l'intérêt de personnalités clés qui allaient changer le cours de la campagne désespérée de Michael pour la justice d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Dès le lendemain matin, Michael arriva à la bibliothèque et trouva la journaliste d'investigation Rebecca Martinez qui l'attendait à sa table habituelle. « Vous avez fait forte impression hier », dit-elle en glissant une carte de visite sur la table. « J'enquête sur le juge Harmon depuis des mois, mais personne ne veut témoigner de sa justice sélective. » Son regard perçant et indigné observa Michael avec attention. « Tu as du cran, mon garçon, mais le cran seul ne suffira pas à vaincre Harmon. Il te faut des preuves, une stratégie et des gens qui savent comment ça se joue. » Rebecca n'était pas la seule à avoir vu l'émission. James Thompson, professeur de droit à la retraite de l'Université de New York, dont les travaux révolutionnaires sur les disparités raciales dans les peines lui avaient valu à la fois reconnaissance et de puissants ennemis, a contacté Michael par l'intermédiaire de Marcus, qui s'est avéré être son neveu. « Mon oncle souhaite te rencontrer », a dit Marcus à Michael le lendemain. Il ne fait pas ça pour n'importe qui. Il a même refusé des sénateurs qui sollicitaient son aide. Malgré des problèmes de santé qui l'ont contraint à une retraite anticipée, le professeur Thompson possédait toujours un esprit juridique aiguisé et une foi fervente en la justice. Dans son appartement bordé de livres avec vue sur Central Park, il écoutait Michael exposer le dossier de sa mère, hochant la tête et posant parfois des questions incisives qui révélaient des lacunes dans sa compréhension. « Vous avez accompli un travail remarquable pour quelqu'un sans formation formelle, » dit-il d'une voix douce et rythmée par son enfance en Alabama. « Mais vous vous battez avec une main attachée dans le dos. Laissez-moi passer quelques appels. » Le troisième allié inattendu est apparu lorsque Michael est retourné au palais de justice pour observer d'autres affaires devant le juge Harmon. Sandra Collins, une ancienne greffière qui avait quitté le tribunal à cause de divergences éthiques irréconciliables, a abordé Michael pendant une pause. « J'ai travaillé pour lui pendant 3 ans, a-t-elle murmuré, scrutant le couloir à la recherche d'observateurs. Je sais comment il fonctionne, comment il prend des décisions avant d'entendre les preuves, comment il donne des indications au procureur sans laisser de traces écrites. Je peux vous aider à anticiper ces manœuvres. » Ensemble, cette équipe improvisée commença à préparer le procès de Laetitia. Elle se réunit à l'appartement du professeur Thompson pour examiner les preuves, élaborer des stratégies et former Michael aux procédures judiciaires. Rebecca s'appuya sur ses contacts journalistiques pour enquêter sur le passé de Gregory Wilson et découvrir ses difficultés financières. Il était en difficulté financière sur son prêt immobilier à Anton et avait perdu de l'argent dans 3 investissements successifs, preuve à la fois de son mobile et de son opportunité. Sandra a alors suggéré d'obtenir les images de sécurité du cabinet montrant Wilson en train de retirer lui-même les fichiers. Après tout, tous les grands cabinets disposent de caméras dans les zones sensibles. Si nous parvenons à obtenir ces images, toute son histoire s'effondre, a-t-elle déclaré. Mais lorsque Marcus a utilisé ses diplômes de droit pour demander les enregistrements sous couvert d'un projet de cours sur les protocoles de sécurité, ils se sont heurtés à un premier obstacle majeur, les images de cette date avaient été accidentellement supprimées lors d'une mise à niveau du système, le cabinet affirmant ne conserver les enregistrements que 3 jours et le délai venait d'expirer. Le professeur Thompson, qui avait pris des notes discrètement pendant que les plus jeunes membres de l'équipe suivaient diverses pistes, a ensuite pris la parole. Finalement, une fois que le professeur Thompson a trouvé sa voie, il a déclaré qu'il était nécessaire de comprendre le lien profond qui unissait Wilson et le juge Harmon. Des juges comme Harmon ne risquent pas leur réputation à la légère, quelque chose les unit au-delà de la simple courtoisie professionnelle. Des décennies d'expérience lui avaient appris que la corruption existe rarement de manière isolée, elle prospère plutôt au sein de réseaux de gains mutuels et de secrets partagés. Sandra s'est ensuite plongée dans l'histoire personnelle des 2 hommes. Elle a découvert que leur lien remontait à de nombreuses années, ils avaient été frères au sein de la fraternité Sigma Alpha Epsilon à Columbia, promotion 1982, et avaient entretenu ce lien lors des événements organisés par les anciens élèves et au club exclusif de l'université. Des photos de côte à côte lors de galas de charité ont fait surface au cours des 2 dernières décennies. Cette alliance de longue date expliquait l'intérêt personnel inhabituel du juge Harmon pour ce qui aurait dû être une simple affaire de routine parmi des centaines. Il protège Wilson, réalisa Michael, mais dans quel but? La réponse du professeur Thompson fut sombre, le pouvoir n'exige pas toujours des récompenses spécifiques, mon fils. Parfois, maintenir le système même qui maintient certaines personnes au sommet tandis que d'autres restent en bas est une récompense suffisante. À leur insu, Gregory Wilson, apprenant que son acte d'accusation était sous le feu des critiques, avait déjà commencé à solliciter l'appui de ses collègues du cabinet.
J'ai besoin que vous témoigniez que vous l'avez vu agir de manière suspecte, a-t-il exhorté une jeune associée dont l'avenir dépendait de sa bonne volonté. Il lui a suggéré de mentionner qu'elle avait posé des questions étranges sur les dossiers de ses clients ou qu'elle était restée tard sans raison apparente. Le jeune avocat, mal à l'aise mais peu disposé à compromettre sa carrière, a accepté à contre-cœur. Le juge Harmon, irrité par l'attention croissante suscitée par la contestation de Michael, a tenu une réunion secrète avec le procureur Brooks et Gregory Wilson dans son cabinet, une rencontre qui serait restée secrète si Sandra n'avait pas cultivé des relations avec le personnel du tribunal. Ils sont liés par le club universitaire, a-t-elle expliqué plus tard, faisant référence au cercle social de l'élite de Manhattan, dominé par des membres aisés et majoritairement blancs. Armond Brooks et l'associé directeur de Morrison et Blackwell évoluaient tous dans le même cercle social, ils passaient leurs vacances ensemble, envoyaient leurs enfants dans les mêmes écoles privées et se rencontraient dans les salles de réunion en amis, et non simplement en collègues. Lors de cette audience clandestine, autour d'un scotch coûteux versé dans des verres en cristal, Harmon a insisté, « Il faut vite mettre fin à cette affaire. J'ai avancé la date du procès à la semaine prochaine. Cela limitera les dégâts que le gamin et ses alliés pourraient causer. » Aucun d'eux n'avait prévu que ce calendrier précipité allait se retourner contre eux, provoquant des erreurs de procédure dans leur dépôt de preuves, que l'équipe juridique improvisée de Michael allait habilement exploiter. Pendant ce temps, Michael subissait un harcèlement croissant à l'école. À la cantine, on le traitait de criminel, et un camarade ricanait, « Mon père dit que les Noirs volent toujours des trucs et clament leur innocence. » Son professeur de mathématiques le prenait à part après le cours, « Ton attitude te mènera exactement là où est ta mère, connais ta place et tu éviteras les ennuis. » Le message était sans équivoque, le système exigeait la conformité, pas la défiance, surtout de la part d'un jeune noir. À la maison, des tactiques plus subtiles ont été déployées. L'immeuble de Madame Jackson a reçu un avis d'expulsion étrangement opportun, invoquant des infractions au code qui n'avaient jamais été constatées en 20 ans d'inspection. Ils essaient de déstabiliser votre réseau de soutien, a averti le professeur Thompson à voix basse. En rendant visite à sa mère en prison, Michael constata son épuisement. « J'oublie toujours mes médicaments, murmura-t-elle en s'efforçant de retenir sa toux. Les gardiens lui firent clairement comprendre qu'elle n'était pas la bienvenue, rien de flagrant, juste de petites cruautés constantes. Elle avait maigri, ses yeux étaient creusés de cernes, mais son moral restait intact. « J'ai entendu ce que tu as fait au tribunal, » dit-elle en lui serrant la main. « Je suis si fier de toi, mon chéri. Mais j'ai peur ces gens jouent les durs. » Il ne lui avait pas parlé du cambriolage chez Madame Jackson, où quelqu'un avait saccagé sa chambre et volé ses notes juridiques originales, la forçant à les reconstituer de mémoire. Il avait gardé le silence sur l'appel menaçant que le professeur Thompson avait reçu ou des avertissements lui conseillant de laisser les affaires des Blancs tranquilles avant qu'un malheur ne se produise. Il était résolu à porter certains fardeaux seul. Sans se laisser décourager, Michael se plongea dans ses études, assimilant les concepts juridiques avec une rapidité étonnante. Ce qui avait commencé comme une tentative désespérée de sauver sa mère s'était transformé en quelque chose de plus grand, une remise en question d'un système qui présumait la culpabilité sur la base de la race et de la classe sociale, un système soutenu par des alliances personnelles plutôt que par une véritable justice. Dans le silence précédant l'aube, alors que le doute s'installait comme un voleur, Michael se souvint des paroles de sa mère, des années plus tôt, lorsqu'il avait affronté des brutes à l'école, « Se lever peut te faire mal, mon chéri, mais s'agenouiller quand tu devrais te lever blesse quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne guérit pas facilement. » Alimenté par ce souvenir, il persévéra, sachant que la vraie bataille ne faisait que commencer. Le court laps de temps avant le procès avait transformé l'appartement du professeur Thompson en véritable cocotte-minute. Michael et son improbable équipe travaillaient sans relâche, soutenus par leur détermination et un café industriel. Rebecca semblait en extraire sans cesse du vieux percolateur du professeur Thompson, qui gargouillait et sifflait comme un être vivant, marquant chaque heure tandis qu'ils construisaient minutieusement leur dossier pièce par pièce. « Nous avons besoin de preuves concrètes, pas de théories, » a insisté Rebecca lors d'une séance de stratégie nocturne, son instinct de journaliste les poussant au-delà des spéculations et vers des faits prouvables, incontournables devant le tribunal. Même le juge Harmon pouvait écarter les arguments, mais il ne pouvait ignorer les preuves tangibles, surtout lorsqu'elle démasquait ses propres amis. Agissant pour répondre à cet impératif, Rebecca a fait appel à ses contacts médiatiques pour enquêter sur les finances de Gregory Wilson. Elle a découvert des tendances alarmantes qui trahissaient un homme au bord de la ruine financière sous une façade de réussite soigneusement entretenue. Il détourne les fonds de ses clients depuis des mois, a-t-elle révélé en étalant les relevés bancaires sur la table. Les virements frôlaient de justesse le seuil d'audit automatique.
Les fichiers manquants n'étaient pas volés pour colporter des informations, mais pour dissimuler son détournement de fonds, pour sacrifier un bouc émissaire une fois l'audit interne terminé. Forte de cette révélation, Sandra a proposé de sécuriser les images des caméras de sécurité des zones sensibles du cabinet et des images qui montreraient Wilson en train de supprimer les fichiers lui-même. Lorsque Marcus a fait appel à ses relations à la faculté de droit pour demander les enregistrements sous couvert d'un projet de cours sur les protocoles de sécurité du cabinet, ils se sont heurtés à un premier obstacle majeur, ces bandes ont été supprimées accidentellement lors d'une mise à niveau du système, a-t-il rapporté, son expression indiquant clairement qu'il ne croyait pas à un accident. Ils disent qu'ils ne conservent que 3 jours d'images, et nous avons dépassé cette période. Tandis que les plus jeunes membres de l'équipe suivaient chaque piste, le professeur Thompson, après avoir observé discrètement leurs efforts, prit enfin la parole, nous devons démêler le lien entre Wilson et Harmon. La corruption n'est jamais isolée. Elle se cache au sein de réseaux d'intérêts mutuels et de secrets partagés. Il se pencha en avant, le regard perçant. Sandra, raconte-leur ce que tu as découvert sur leur lien fraternel vieux de plusieurs décennies. Et ainsi les pièces du puzzle se sont mises en place, et la lutte pour une véritable justice a repris son cours. Ils avaient entretenu leur lien grâce aux événements des anciens élèves et au club universitaire, et des photos d'eux ensemble lors de galas de charité remontaient à 20 ans. Cette relation de longue date expliquait l'intérêt personnel inhabituel du juge Harmon pour ce qui aurait dû être une simple affaire de routine. Michael comprit, dans son rôle, le juge protégeait Wilson, mais pourquoi? Qu'avait-il à y gagner? Le professeur Thompson répondit sobrement, le pouvoir n'a pas besoin de récompense particulière, mon fils. Parfois, la véritable récompense consiste simplement à préserver le système qui maintient certains au sommet et d'autres en bas. Tandis que Michael s'efforçait de révéler ses liens, la pression sur Laetitia devenait insupportable. Lors de sa visite suivante en prison, elle avoua dans un murmure à peine audible que le procureur lui avait proposé une peine de 5 ans au lieu des 15 qu'elle encourait si elle reconnaissait sa culpabilité immédiatement. Mon avocat dit que je devrais l'accepter, admit-elle, la voix tremblante dans le parloir bondé. Avec une bonne conduite, je pourrais ne purger que 3 ans. Tu auras 15 ans à ma sortie, presque une adulte. La résignation dans sa voix terrifia Michael plus que sa colère ne l'avait jamais fait. Maman, n'abandonne pas, supplia-t-il. On trouvera des preuves. On peut montrer que Wilson t'a piégé. Mais le regard de Laetitia exprimait l'acceptation lasse de quelqu'un qui avait toujours su que les chances étaient contre elle. Chérie, je suis réaliste, murmura-t-elle. Je suis trop vieille pour m'occuper de toi éternellement. Si je me bats et que je perds, tu risques de finir en famille d'accueil. Au moins, comme ça, on pourra planifier. Sa volonté pragmatique de sacrifier des années de sa vie fit s'ouvrir un cœur brisé chez Michael. Il quitta le parloir avec une détermination farouche, douloureusement conscient que le temps pressait. Le soir même, une révélation inattendue se produisit. Walter Johnson, le concierge qui avait aidé Michael à s'introduire dans le cabinet après les heures d'ouverture, appela le téléphone jetable que Rebecca lui avait donné. « J'ai quelque chose à vous demander, dit-il d'un ton pressant. Retrouvez-moi au café en face du cabinet dans 30 minutes. » À l'arrivée de Michael et Marcus, engagés pour sa protection, Walter s'assit dans un box d'angle, les yeux rivés nerveusement vers la porte. Sans préambule, il glissa un smartphone sur la table. « J'enregistre tout ici, murmura-t-il. La direction nous traite comme si nous étions invisibles, alors ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire quand ils pensent que personne ne les regarde. C'est mon assurance. » Au téléphone, il y avait une vidéo de la veille de l'arrestation de Laetitia. Gregory Wilson fouillait dans des dossiers dans une pièce sécurisée, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule à la caméra cachée. Puis, après les heures de travail, il glissait des documents dans le tiroir du bureau de Laetitia, ses mains gantées déposaient des preuves accablantes. Ça prouve tout, souffla Michael, l'espoir renaissant pour la première fois depuis des semaines. Il faut que nous transmettions ça au procureur immédiatement. Le visage de Walter se durcit. Il y a un problème. J'ai enregistré ça sans autorisation, dans un endroit où la surveillance est formellement interdite. Ce n'est peut-être pas recevable devant un tribunal, et une fois que Wilson saura que je l'ai, ma sécurité pourrait être menacée. Avant qu'il puisse trouver une solution, son téléphone portable sonna, et après un moment de tension, il raccrocha, la tête dans les pommes. Quelqu'un est entré par effraction dans mon appartement, avoua-t-il. Ils ont tout mis sens dessus-dessous. Je dois partir. Malgré leurs protestations, Walter s'est enfui, promettant de rappeler le lendemain.
Mais le matin est arrivé sans nouvelles, son téléphone est tombé sur la messagerie vocale, son appartement s'est vidé de Walter et de ses rares affaires. Il avait peur, conclut Marcus après avoir visité l'immeuble du concierge. Wilson a probablement les relations nécessaires pour lui rendre la vie impossible. L'échec semblait insurmontable, jusqu'à ce que le professeur Thompson propose une autre option. Nous devons retrouver Walter avant le procès. Son témoignage, combiné à la vidéo, pourrait suffire, même si l'enregistrement lui-même n'est pas recevable. Rebecca se lança à corps perdu dans les recherches, sollicitant son réseau de contacts jusqu'à ce qu'il retrouve Walter caché chez sa sœur dans le Queens. Il avait fui après un appel anonyme l'ayant menacé, « Je sais où vont vos petites filles à l'école ». Lorsqu'ils se rencontrèrent dans un restaurant éloigné, la peur de Walter était palpable, ses mains tremblaient tandis qu'il serrait son café. « Je ne peux pas risquer ma famille », murmura-t-il. Marcus, prompt à l'action, lui offrit une bouée de sauvetage, « Mon oncle est lié à un réseau de protection communautaire. Ils peuvent protéger votre famille jusqu'à la fin de l'affaire. » Le professeur Thompson, d'abord surpris par les ressources de Marcus, acquiesça d'un signe de tête. « Nous pouvons assurer la sécurité de votre famille, Monsieur Johnson, mais nous avons besoin de votre témoignage. Sans vous, une femme innocente ira en prison tandis que le véritable criminel sera en liberté. » Le visage de Walter se tordit de trouble intérieur aux ses principes luttant contre le pragmatisme jusqu'à ce qu'il hoche enfin la tête. « Mettez simplement ma famille en sécurité quelque part, et je témoignerai. Mais même cela ne tiendra peut-être pas face à des gens comme Wilson, et à un juge qui a tout le système de son côté. » La veille du procès, Michael réfléchissait à la stratégie à adopter avec le professeur Thompson lorsque Sandra fit irruption dans son appartement, son calme brisé par l'urgence. Le juge Harmon rencontre Wilson et Brooks en ce moment même au University Club, Alta TL. Rebecca et moi attendions dans un silence tendu, cette rencontre viole de manière flagrante la déontologie judiciaire et, si elle était correctement documentée, pourrait faire capoter toute l'affaire. Quelques heures plus tard, Rebecca revint, un petit enregistreur à la main et une coupure bandée au-dessus de l'œil. « J'ai compris », annonça-t-elle triomphalement. Chaque mot traduisait le complot du juge Harmon pour manipuler le procès, comment exclure des preuves compromettantes, comment orienter les jurés, et même suggérer des questions spécifiques pour écarter toute sympathie pour Laetitia. Sa victoire était teintée de peur, la sécurité m'a repéré à mon départ. Il y a eu une course-poursuite, et je me suis blessé à la tête, mais j'ai protégé l'enregistrement. Il disposait désormais de la vidéo de Walter montrant Wilson en train de dissimuler des preuves, de l'enregistrement de Rebecca de la séance de planification contraire à l'éthique, et de documents financiers révélant les motivations de Wilson. Ensemble, ils constituaient un dossier solide pour l'innocence de Laetitia. Pourtant, en voyant le bandage sur le front de Rebecca, un rappel viscéral des risques pris par ses alliés, Michael se retrouva face à un choix impossible, présenter les preuves et risquer leur sécurité, ou se retenir et laisser sa mère piégée par les mensonges. Alors que le procès devait commencer dans moins de 12 heures, Michael peinait à trouver un équilibre entre la justice pour sa mère et la sécurité de ceux qui avaient tout risqué pour l'aider. À 12 ans, il portait le poids écrasant des décisions d'adultes. Le matin du procès s'annonça accablant de chaleur, comme si New York elle-même s'était refermée comme un couvercle sur une cocotte minute. C'était le genre de journée d'été étouffante qui met les esprits à rude épreuve et ajoute de la tension à chaque pièce. Michael arriva 1 heure en avance, son costume d'emprunt collant désagréablement tandis qu'il montait les marches de pierre usées du palais de justice, ces mêmes marches qui lui avaient semblé être une seconde maison pendant des semaines de préparation. À l'intérieur, le souffle de la climatisation lui donnait la chair de poule. Le contraste saisissant entre la chaleur suffocante extérieure et le froid intérieur reflétait les transitions brutales qu'il avait endurées depuis l'arrestation de sa mère. Le professeur Thompson et Marcus l'entouraient comme des gardiens, à la fois comme un soutien pratique et comme un tampon contre le monde qu'ils étaient sur le point de défier. Des lignes de bataille psychologique se dessinaient face à l'intimidante machine judiciaire qui les menaçait. Rebecca et Sandra prévoyaient d'arriver séparément, une précaution destinée à dissimuler le lien qui les unissait et à souligner l'enjeu de défier l'autorité du juge Harmon. Lorsque les portes du tribunal s'ouvrirent, Michel fut frappé par l'aspect ordinaire de l'espace, les boiseries polies, le drapeau américain, les rangées ordonnées de sièges pour les spectateurs. Comment une telle injustice pouvait-elle être contenue sous une façade aussi bénigne? Il comprit alors que l'illusion d'équité était peut-être le masque le plus efficace du système. La séance commença presque aussitôt, avec un signal clair annonçant le déroulement de la journée. Le juge Harmon entra, l'impatience à peine masquée par sa robe de juge, qui semblait hérissée d'irritation. Il prit place,
parcourut du regard les avocats rassemblés comme si leur simple présence le contrariait, et contourna les formalités d'usage. « Passons aux choses sérieuses », annonça-t-il d'une voix teintée d'agacement à peine voilée. Il avait un travail important à accomplir aujourd'hui. La poitrine de Michel se serra à la vue de sa mère conduite par des auxiliaires de justice. La combinaison orange tombait encore plus lâchement sur sa silhouette frêle que dans ses souvenirs. Il la repéra immédiatement dans la galerie, l'amour et l'inquiétude lui nouant la gorge. Avant même la présentation des preuves, le juge Harmon a commencé à démanteler systématiquement leur défense. Ses décisions sur les requêtes préliminaires étaient d'une partialité stupéfiante, la requête visant à supprimer des preuves issues d'une perquisition potentiellement illégale a été rejetée sans explication, la demande d'exclusion des témoignages de témoins encadrés a été rejetée, la tentative de présenter des preuves d'autres suspects a été rejetée comme spéculative et préjudiciable. Chaque refus a enfoncé un clou dans le cercueil de Laetitia, et le juge n'a pas pris la peine de citer un seul précédent juridique, balayant leurs objections comme des insectes agaçants. La sélection du jury s'est avérée tout aussi décourageante. Le juge Harmon et le procureur Brooks ont travaillé de concert pour constituer le jury idéal. Malgré la riche diversité de New York, Brooks a eu recours à des récusations péremptoires pour exclure presque tous les jurés de couleur, laissant 11 jurés blancs et un juré asio-américain. Lorsque Marcus, qui avait glissé des notes à l'avocate Feldman, a suggéré une récusation Batson invoquant l'interdiction des récusations pour des motifs raciaux, Feldman a visiblement reculé. « Je ne pense pas que ce soit nécessaire », a-t-elle murmuré juste assez fort pour que Michel l'entende. Il s'est penché en avant, l'urgence dans son murmure, « Il truque le jury contre ma mère. Vous devez contester, c'est une violation de la loi Batson. » Elle a reculé sa chaise, créant une distance physique qui reflétait son détachement émotionnel. Tandis que Brooks lançait un discours cinglant, dépeignant Laetitia comme une voleuse sans cœur, motivée par la cupidité et le ressentiment, Michel continuait à avancer des contre-arguments. Ses notes restèrent sans réponse, son bloc-notes restant vierge tandis que le procureur élaborait un récit fondé sur des spéculations et des preuves circonstancielles. L'État présenta alors une série de courriels censés témoigner de l'intérêt de Laetitia pour les dossiers volés ou des courriels qui n'avaient jamais été divulgués. Michel les reconnut aussitôt comme des inventions, leur langage et leur structure étant manifestement déplacés. Il ne put garder le silence. Prenant soudain courage, il se leva. « Objection, votre honneur », s'écria-t-il, sa voix résonnant dans le bois. Ces courriels n'ont jamais été produits lors de la communication des pièces, comme l'exige l'arrêt Bradis et Maryland. Leur apparition soudaine suggère une falsification. Un silence s'abattit sur la salle d'audience. Le visage du juge Harmon s'assombrit. « Qui interrompt mon audience ?» demanda-t-il, même si Michel savait que le juge l'avait reconnu pour une précédente rencontre. Avant que Feldman ne puisse intervenir, Michel poursuivit, la voix ferme malgré son cœur battant, « Les courriels datent d'époque où les journaux du serveur montraient que ma mère n'était même pas devant son ordinateur. Ils sont fabriqués, et leur admission enfreint les articles 901 du règlement fédéral sur la preuve concernant l'authentification et 403 concernant le préjudice injustifié. » Ces citations précises firent l'effet d'une bombe. Le juge Harmon explosa. « C'est scandaleux. Huissier, retirez cet enfant immédiatement. » Tandis que l'agent avançait, Michel maintint sa position. « Votre honneur, en tant que fils de l'accusé, j'ai qualité pour agir en vertu de la jurisprudence des tribunaux aux affaires familiales appliquées aux affaires pénales lorsque les droits parentaux sont en jeu. » Le doigt du juge tremblait tandis qu'il pointait du doigt. « Ce n'est pas un terrain de jeu, jeune homme. Les tribunaux ne sont pas faits pour ce genre de jeu. Un mot de plus et je vous enferme pour outrage. » Le racisme implicite dans ses propos se répandit avec inquiétude parmi les spectateurs. Une main posée sur l'épaule de Michel appartenait au professeur Thompson, debout, silencieux et solidaire. Se ressaisissant, Michel répondit avec une dignité tranquille, « La loi s'applique à tous de la même manière, sans distinction d'origine. » Son affirmation calme révélait la partialité du juge plus fortement que n'importe quelle réplique furieuse. Pendant la brève suspension d'audience censée servir à examiner les courriels contestés, mais en réalité à laisser le juge se calmer, Feldman s'approcha de lui, paniqué. « Que faites-vous ? Vous en faites une affaire personnelle. Le juge déteste déjà l'affaire de votre mère. » Lorsque Michel tenta de s'expliquer, elle le coupa. « Je ne peux pas travailler comme ça. Je suis miné par une gamine de 12 ans devant un juge qui pourrait détruire ma carrière. » Sans attendre, elle se dirigea vers le cabinet du juge. 10 minutes plus tard, elle revint, l'air sombre. « Je me retire de l'affaire,
annonça-t-elle à Laetitia, refusant le regard de sa cliente. Le juge a approuvé, c'est mieux ainsi. Michel se sentait comme frappé. Sans représentation, les maigres chances de sa mère s'évanouissaient. Le juge Harmon revint, le regard satisfait d'un prédateur. Mademoiselle Carter, entonna-t-il, vous n'avez plus d'avocat. Vous pouvez soit accepter l'accord de plaidoyer généreux de l'État, soit vous défendre vous-même. Lequel choisirez-vous? Débordée et seule, Laetitia se tourna vers Michel pour obtenir une réponse. Puisant dans tout son courage et dans tous les textes juridiques qu'il avait étudiés, Michel se leva à nouveau. Votre honneur, je demande l'autorisation de représenter ma mère en vertu de l'exception prévue par la loi sur le système judiciaire de l'État de New York pour circonstances familiales extraordinaires, déclara-t-il. Un murmure parcourut la salle tandis que le juge Harmon s'entretenait rapidement avec son greffier, qui confirma l'obscure disposition. L'expression du juge passa de la stupeur à un sourire froid et calculateur. Vous voulez jouer les avocats, jeune homme? Très bien. Voyons comment vos livres de bibliothèque résistent à de vrais procureurs. Votre arrogance, ce demi-sourire en disait long, vous étiez absolument convaincu qu'un enfant, quelles que soient ses connaissances apparentes, s'effondrerait sous la pression d'un vrai tribunal. Alors que Michael s'approchait de sa mère à la table de la défense, il surprit le juge murmurer à son greffier, ce sera le contre-interrogatoire le plus court de l'histoire. Le gamin sera en larmes avant sa deuxième question. Le rire méprisant qui suivit enflamma Michael non seulement une détermination féroce, mais aussi une certitude sereine que la justice, longtemps refusée à ceux qui ressemblaient à sa mère et à lui, pourrait enfin lui être rendue grâce à son intervention improbable. Ce que le juge Harmon n'a pas compris, c'est que Michael n'avait rien à perdre et tout à gagner tandis que lui-même risquait sa réputation, et potentiellement sa liberté, si sa corruption était révélée. Cette erreur de calcul, fondée sur l'hypothèse que le pouvoir protège toujours le pouvoir et que le système plierait pour se préserver, pourrait bien être la première erreur tactique d'Harmon dans une carrière fondée sur l'impunité. Prenant place, Michael sentit la main de sa mère serrer la sienne sous la table, un geste d'amour et de confiance plus puissant que n'importe quel précédent judiciaire. Jetant un regard au visage captivé de la salle d'audience, il se leva et s'adressa directement à eux. Avez-vous déjà été sous-estimé à cause de votre âge, de votre origine ethnique ou de vos origines? Mettez, 1. Si vous avez dû lutter plus dur pour être pris au sérieux, ou, 2. Si vous avez été jugé uniquement sur vos compétences. Il marqua une pause, laissant le défi en suspens avant de poursuivre, cliquez sur « J'aime » si vous me soutenez dans ma dénonciation de ce juge corrompu, et abonnez-vous pour découvrir la brillante stratégie que ce prodige de 12 ans s'apprête à déployer. Mes connaissances suffiront-elles contre un système conçu pour protéger les siens, ou aurais-je besoin de plus pour sauver ma mère? À la reprise des audiences après le déjeuner, la tension était palpable. Les spectateurs s'agitaient sur leurs sièges, des avocats d'autres affaires se glissaient dans la salle pour assister au spectacle inédit d'un jeune noir de 12 ans jouant le rôle d'avocat, et les journalistes griffonnaient furieusement des titres qui allaient s'étaler dans les journaux du soir et du matin. Quelle que soit l'issue, cette histoire était trop sensationnelle pour être ignorée, même dans une ville en quête perpétuelle de la prochaine saga dramatique. Le juge Harmon, anticipant visiblement une victoire facile qui mettrait fin à l'affaire Carter et humilierait publiquement l'enfant qui osait défier son autorité, fit un geste impatient. Quand vous serez prêt, jeune homme, ricana-t-il, soulignant, jeune, avec une condescendance délibérée. Mais soyez bref, l'accusation a déjà constitué un dossier convaincant pour la culpabilité de votre mère. Sa provocation était évidente, destinée à déstabiliser Michael avant même qu'il ne parle. Au lieu de cela, Michael se leva de la table de la défense avec une assurance tranquille. Son costume d'emprunt lui parut soudain parfaitement ajusté, adoptant l'assurance et la prestance de quelqu'un 2 fois plus âgé. Son regard clair et concentré balaya le box des jurés, établissant un lien personnel avec chaque juré avant même de prendre la parole. Mesdames et messieurs les jurés, a-t-il commencé d'une voix plus forte et plus sonore que quiconque ne l'aurait imaginé compte tenu de sa petite taille, cette affaire ne se résume pas à la disparition de dossiers ou aux allégations de vol. Il s'agit de la vérité face à la convenance, de la justice face à l'opportunisme et, plus fondamentalement, de la capacité de notre système judiciaire à tenir sa promesse d'égalité de traitement devant la loi, indépendamment de l'origine ethnique, de la fortune ou du statut social. Une vague de surprise a parcouru la salle d'audience alors que les jurés se penchaient en avant, impatients d'entendre cet enfant parler avec l'autorité et la précision d'un avocat chevronné. L'accusation voudrait vous faire croire une histoire simple, Laetitia Carter,
une mère célibataire sans casier judiciaire et au parcours professionnel impeccable, aurait soudainement décidé de tout risquer en volant des dossiers qui n'avaient aucune valeur pour elle, mais qui pourraient en avoir pour d'autres. Il propose ce récit non pas parce que les preuves le corroborent, mais parce qu'il est pratique. Il n'exige aucune question gênante quant à savoir qui avait réellement le mobile, l'opportunité et le savoir-faire technique pour accéder à ces dossiers. Il ignore les rapports de force au sein de l'entreprise et le jugement hâtif qui a conduit à l'arrestation de ma mère. Tandis que Michael décortiquait méthodiquement chaque faille dans la thèse de l'accusation et présentait une version alternative étayée par les preuves recueillies, l'expression du juge Harmon passa d'un amusement condescendant à un malaise grandissant. Il ne s'agissait pas de la plaidoirie hésitante et émotionnelle qu'il attendait, mais d'un argument juridique sophistiqué, présenté avec clarté et stratégie. Lorsque Michael a conclu en rappelant au jury son devoir d'exiger des preuves au-delà de tout doute raisonnable et pas seulement une histoire plausible, plusieurs jurés ont hoché la tête, déjà entraînés dans son raisonnement. Le véritable test fut celui du premier témoin de l'accusation, Gregory Wilson, dont le témoignage assuré sur la découverte des dossiers manquants était censé être incontestable, surtout venant d'un enfant. Le procureur Brooks guida Wilson à travers un récit soigneusement préparé, le matin où il avait découvert les dossiers manquants, le comportement suspect observé à Laetitia et son soulagement lorsque les documents avaient été retrouvés dans le tiroir de son bureau. Tout au long du procès, le juge Harmon accepta presque toutes les objections de l'accusation tout en rejetant toutes celles de Michael, créant ainsi une situation inégale destinée à paralyser la défense. Finalement, ce fut au tour de Michael de procéder au contre-interrogatoire. Le juge jeta un coup d'œil à sa montre. « Soyez concis », ordonna-t-il. « Monsieur Wilson est un professionnel très occupé, avec des obligations cet après-midi. » Sans se laisser décourager, Michael s'approcha de la barre des témoins, carnet à la main au lieu de son habituel bloc-notes. « Monsieur Wilson, commença-t-il, vous avez témoigné avoir personnellement découvert la disparition des dossiers mardi matin, n'est-ce pas ?» Wilson répondit avec arrogance, « Oui, comme je l'ai dit. » Michael hocha la tête pensivement. « Et selon votre témoignage, vous l'avez signalé à la sécurité et à l'associé gérant vers 9h15 ce matin-là. » Wilson se tortilla, mal à l'aise. « Ça me semble juste, c'était une découverte troublante. » Michael consulta son carnet. « Intéressant, car les journaux d'accès électronique de l'entreprise, que j'ai versés comme pièce à conviction à de la défense, montrent que vous n'êtes arrivé au bureau qu'à 11h27 ce même matin, soit plus de 2 heures après avoir prétendu avoir découvert la disparition des fichiers. » Un murmure parcourut la salle d'audience tandis que le visage de Wilson s'empourprait. « J'ai dû me tromper d'heure. » Ce lapsus, éclairé par le contre-interrogatoire précis de Michael, a marqué un tournant dans ce procès extraordinaire, le courage et l'intelligence d'un enfant remettant en question les fondements même d'un système construit pour protéger les siens. Son arrogance et son sourire narquois dégageaient une confiance absolue, un enfant, aussi bien préparé soit-il, s'effondrerait sous le poids d'une véritable salle d'audience. Alors que Michael s'installait à côté de sa mère à la table de la défense, il surprit le juge Harmon murmurer à son greffier, « Ce sera le contre-interrogatoire le plus court de l'histoire. » Il sera en larmes avant sa deuxième question. Le rire méprisant qui suivit enflamma Michael, non seulement une détermination farouche, mais aussi une certitude sereine que justice, longtemps refusée à des personnes comme lui et sa mère, pourrait enfin être rendue grâce à son intervention improbable. Ce que le juge Harmon ignorait, c'est que Michael n'avait rien à perdre et tout à gagner, tandis que sa propre réputation et peut-être même sa liberté étaient en jeu si sa corruption était révélée. Ce fut peut-être la première erreur tactique d'une carrière bâtie sur l'hypothèse que le pouvoir protégerait toujours le pouvoir et que le système plierait pour se préserver. Michael s'installa près de sa mère, sentant sa main réconfortante sous la table, un geste discret d'amour et de confiance plus fort que n'importe quel précédent judiciaire. Il jeta un coup d'œil aux témoins de cette scène extraordinaire et se demanda, « Avez-vous déjà été sous-estimé à cause de votre âge, de votre origine ethnique ou de vos origines ?» Commentez, 1. Si vous avez dû vous battre 2 fois plus pour être pris au sérieux, ou 2. Si vous avez eu la chance d'être jugé uniquement sur vos compétences. Cliquez sur « J'aime » si vous soutenez M dans la dénonciation de ce juge corrompu, et abonnez-vous pour découvrir la brillante stratégie juridique que ce prodige de 12 ans s'apprête à déployer. Ces connaissances suffiront-elles à renverser un système conçu pour protéger les siens, ou aura-t-il besoin de plus pour sauver sa mère? Le tribunal s'est réuni à nouveau après le déjeuner dans un silence pesant. Les spectateurs s'agitaient, mal à l'aise, d'autres avocats se sont glissés dans leur fauteuil pour assister au spectacle inédit d'un adolescent noir de 12 ans jouant le rôle d'avocat, et les journalistes ont griffonné avec fureur des titres qui feraient la une des journaux du soir et du lendemain. Quel que soit le résultat,
l'affaire était trop sensationnelle pour être ignorée, même dans une ville toujours avide de son prochain récit dramatique. S'attendant manifestement à une victoire facile qui mettrait fin à l'affaire Carter et humilierait publiquement l'enfant qui osait le défier, le juge Harmon fit un geste impatient pour que Michael commence sa plaidoirie. Son expression, mêlant amusement et mépris, indiquait clairement qu'il considérait cette procédure comme un divertissement plutôt qu'une affaire de droit. « Quand vous serez prêt, jeune homme, dit-il d'une voix traînante, insistant sur « jeune » avec une condescendance délibérée. Je vous conseille toutefois d'être bref, l'accusation a déjà établi des preuves convaincantes contre votre mère. La provocation était flagrante, destinée à déstabiliser Michael avant même qu'il ne prononce un seul mot. Pourtant, alors que Michael se levait de la table de la défense, quelque chose dans sa posture sembla perturber le ricanement du juge. Le costume mal ajusté qu'il avait emprunté lui parut soudain taillé sur mesure, tandis qu'il redressait les épaules et adoptait l'attitude d'un homme 2 fois plus âgé. Son regard vif et fixe parcourut le jury, établissant des liens personnels avec chaque juré, avant qu'il ne commence. « Mesdames et messieurs les jurés », annonça-t-il d'une voix plus forte et plus sonore que ce à quoi on s'attendait vu sa petite taille, cette affaire va bien au-delà de la disparition de dossiers ou des allégations de vol. Il s'agit d'opposer vérité et commodité, justice et opportunisme, et, fondamentalement, de savoir si notre système judiciaire peut tenir sa promesse d'égalité de traitement devant la loi, indépendamment de l'origine ethnique, de la fortune ou du statut social. Ces mots d'ouverture ont résonné dans la salle d'audience. Plusieurs jurés se sont penchés en avant, impatients d'entendre cet enfant parler avec l'autorité et la précision d'un avocat chevronné. L'accusation voudrait vous faire croire à l'histoire simple selon laquelle Laetitia Carter, une mère célibataire au casier judiciaire impeccable et aux antécédents professionnels impeccables, aurait soudainement tout risqué en volant des dossiers sans valeur pour elle, mais potentiellement lucratifs pour d'autres. Il propose ce récit non pas parce que les preuves l'appuient, mais parce qu'il est pratique, il n'exige aucune enquête pour déterminer qui avait réellement le mobile, l'opportunité et le savoir-faire technique pour accéder à ces dossiers, et il n'exige aucune question gênante sur les rapports de force au sein de l'entreprise ou sur la précipitation à juger qui a conduit à l'arrestation de ma mère. Tandis que Michael exposait méthodiquement les failles de la thèse de l'accusation en présentant une version alternative étayée par les preuves recueillies, l'expression du juge Harmon passa d'un amusement condescendant à une anxiété grandissante. Il n'obtenait pas la plaidoirie émotionnelle et hésitante qu'il attendait, mais un argument juridique clair et stratégique. Le véritable test fut celui du premier témoin de l'accusation, Gregory Wilson lui-même, qui s'est présenté à la barre avec l'air d'un habitué de la défense et convaincu d'être inattaquable, surtout venant d'un enfant. Le procureur Brox l'a guidé tout au long de son témoignage soigneusement préparé concernant la découverte des dossiers manquants, ses soupçons sur le comportement de Laetitia et son soulagement lorsque les documents volés ont été retrouvés dans le tiroir de son bureau. Tout au long de l'audience, le juge Harmon a retenu la quasi-totalité des objections de l'accusation tout en rejetant toutes les objections de la défense, ce qui a fait basculer le débat si brutalement que la défense aurait dû être paralysée. Au moment du contre-interrogatoire de Michael, le juge Harmon fit semblant de regarder sa montre. « Soyez concis, s'il vous plaît », le réprimanda-t-il. « Monsieur Wilson est un professionnel très occupé, avec des engagements cet après-midi. » Imperturbable, Michael s'approcha de la barre des témoins, serrant contre lui le vieux carnet de notes de sa mère plutôt que le bloc-notes juridique que la plupart des avocats utilisent. « Monsieur Wilson, commença-t-il, vous avez témoigné avoir personnellement découvert la disparition des dossiers mardi matin. Est-ce exact ? » Wilson répondit avec mépris, « Oui, comme je l'ai déjà dit. » Michael hocha la tête pensivement. « Et selon votre témoignage, vous avez immédiatement signalé la disparition à la sécurité et à l'associé gérant vers 9h15 ce matin-là. » Une lueur d'inconfort traversa le visage de Wilson. « Ça me semble juste. » C'était une découverte troublante. Michael consulta ses notes. « Intéressant, car les journaux d'accès électronique de l'entreprise, que j'ai marqués et enregistrés comme pièce à conviction à de la défense, montrent que vous n'êtes arrivé au bureau qu'à 11h27 ce matin-là, plus de 2 heures après avoir affirmé avoir trouvé les fichiers disparus. » Un murmure parcourut la salle d'audience tandis que le visage de Wilson rougissait. Michael remarqua que Wilson ne se souvenait même plus précisément du moment où cela s'était produit. « Peut-être avez-vous mal mémorisé d'autres détails, insista-t-il, comme votre affirmation selon laquelle ma mère aurait posé des questions inhabituelles sur ces dossiers précis quelques jours avant leur disparition. J'ai des déclarations de 3 autres assistantes administratives confirmant qu'elle était affectée à un service complètement différent cette semaine-là, remplaçant une collègue en congé maternité, elle n'avait ni accès ni intérêt au dossier en question.
Tandis que Michael décortiquait méthodiquement le témoignage de Wilson utilisant ses propres mots contre lui et présentant des preuves de ses difficultés financières, qui établissaient clairement le mobile, le juge Harmon tentait à plusieurs reprises de l'interrompre, tentant de faire dérailler l'interrogatoire. Le témoin a déjà répondu, marmonna-t-il, ou, passé à d'autres questions, ses objections devenant de plus en plus fréquentes et visiblement agitées. Malgré ces obstacles, Michael resta calme. Il adapta son approche, continuant à exposer les incohérences du récit de Wilson. Walter Johnson prit alors la parole. Il témoigna avoir vu Wilson manipuler les dossiers puis les déposer dans le bureau de Laetitia. L'accusation a immédiatement demandé la récusation de Walter. Votre honneur, a soutenu le procureur Brox, ce témoin a un casier judiciaire datant de 3 ans, ce qui rend son témoignage intrinsèquement peu fiable. De plus, en tant qu'agent d'entretien peu instruit, il n'a pas l'expertise nécessaire pour identifier des documents juridiques confidentiels. Les implications classistes et potentiellement racistes de cet argument planaient encore, jusqu'à ce que Michael riposte. L'affaire Mason contre État, a-t-il cité, traite spécifiquement de la crédibilité des témoins dans les cas de simple observation physique plutôt que d'expertise technique. Walter Johnson n'a pas besoin d'un diplôme en droit pour identifier M. Wilson déposant des documents dans le bureau de ma mère après les heures de bureau, surtout alors qu'il portait des gants dans la chaleur du bureau et vérifiait sans cesse par-dessus son épaule si quelqu'un l'observait. La contre-attaque juridique précise de Michael a laissé le juge Harmon incapable d'exclure le témoignage de Walter sans révéler son propre parti pris au jury désormais pleinement alerte et à la foule croissante de spectateurs, y compris plusieurs éminents avocats des droits civiques venus observer ce procès extraordinaire. Tandis que Walter décrivait ce dont il avait été témoin, les registres de sécurité confirmaient sa présence et celle de Wilson dans le bureau à des heures où ni l'un ni l'autre n'aurait dû être présent. Le dossier de l'accusation commençait visiblement à s'effondrer. Lors d'une brève suspension d'audience, le professeur Thompson s'est penché vers Michael et l'a averti, « Vous vous en sortez brillamment, mais soyez prêts, Harmon va désespérer et tenter une manœuvre inattendue pour reprendre le contrôle. » Effectivement, à la reprise des audiences, le juge Harmon a annoncé, après examen des débats, « Je crois qu'il y a lieu de déclarer un procès nul pour cause de représentation inappropriée et d'intimidation de témoins par la défense. » Grâce aux informations de Sandra sur les tactiques d'Harmon lorsqu'il était acculé, Michael était prêt. « Votre honneur, répondit-il immédiatement, avec tout le respect que je vous dois, en vertu de l'affaire État contre Henderson, un procès nul ne peut être prononcé une fois que des preuves potentiellement à décharge ont été présentées, sauf en cas de préjudice réel empêchant le jury de rendre un verdict équitable. Aucun préjudice de ce type n'a été constaté, et déclarer un procès nul maintenant constituerait une erreur révisable. De plus, en vertu de l'affaire Arizona contre Washington, la protection contre la double incrimination exige que la défense soit autorisée à poursuivre. » Sa citation était précise, son raisonnement impeccable et, pour la première fois depuis des décennies, le juge Harmon semblait vraiment effrayé, réalisant que ce jeune homme de 12 ans avait non seulement égalé ses connaissances juridiques, mais avait également anticipé et contré sa porte de sortie la plus fiable. L'accusation a continué de s'effondrer lorsque Michael a présenté des preuves de falsification des journaux de sécurité et a mis en évidence les propres déclarations incohérentes de Wilson, qui, après un contre-interrogatoire habile, ont commencé à contredire Wilson et les uns les autres sur des détails cruciaux. Les preuves techniques retraçant la piste électronique des fichiers manquants ont de plus en plus pointé vers Wilson plutôt que vers Laetitia, les métadonnées montrant un accès depuis l'ordinateur personnel de Wilson à des moments où Laetitia était vérifiablement ailleurs en fin d'après-midi. En raison du démantèlement systématique des preuves, l'accusation a conclu sa plaidoirie bien plus tôt que prévu. L'atmosphère dans la salle d'audience avait changé, le jury, initialement sceptique à l'égard du défenseur des enfants, observait maintenant Michael avec des expressions oscillant entre étonnement et respect. La galerie était bondée, et les placiers ont même dû refuser l'accès aux retardataires impatients d'assister à ce qui était devenu le sujet de conversation de la communauté juridique new-yorkaise. Plus important encore, l'assurance du juge Harmon avait cédé la place à une anxiété visible. Ses yeux se fixaient constamment sur la porte, comme s'il envisageait d'échapper au piège qu'il avait contribué à construire au fil des années de corruption et de partialité incontrôlée. Alors que Michael s'apprêtait à présenter sa défense s'appuyant sur les bases établies lors du contre-interrogatoire plutôt que de simplement répondre à la version de l'accusation, il croisa le regard de sa mère, de l'autre côté de la table de la défense. Pour la première fois depuis son arrestation, l'expression de Laetitia dépassait la peur et la résignation. Le léger sourire qui se dessinait sur ses lèvres exprimait la fierté, l'espoir et la conviction grandissante que, contre toute attente, justice pourrait enfin être rendue à une personne comme elle, dans un système qui n'a jamais été conçu pour la protéger ou la favoriser.
L'audience reprit le lendemain matin dans une atmosphère électrique presque palpable. Les conversations s'étaient réduites à des murmures pressants tandis que les spectateurs prenaient place sur une tribune débordant désormais d'observateurs juridiques, de militants des droits civiques et de représentants des médias, attirés par les reportages nocturnes sur l'extraordinaire confrontation entre un juge corrompu et un jeune prodige du droit de 12 ans, dont la performance avait déjà suscité des comparaisons avec des avocats de renom bien plus âgés que lui. Encadrés par le professeur Thompson et Marcus, leur présence protectrice étant nécessaire car les journalistes s'étaient massés sur les marches du tribunal, micro braqué sur le jeune homme devenu une sensation du jour au lendemain, Michael se tenait prêt pour la suite de sa défense. Le juge Harmon entra, son apparence habituellement impeccable légèrement débraillée, suggérant une nuit de manque de sommeil et une anxiété croissante face à une affaire qui menaçait désormais non seulement ce procès, mais aussi toute sa carrière et son image publique soigneusement construite. J'ai été informé, commença Harmon, qu'une conférence d'urgence avec les deux avocats est requise immédiatement dans mon cabinet. Sa demande inhabituelle, formulée avant la reprise officielle de la procédure, a suscité l'indignation dans la salle d'audience. Mais Michael était préparé. Votre honneur, répondit-il, debout à la table de la défense aux côtés de sa mère, la main rassurante posée sur son épaule, sauf votre respect, toute discussion relative à cette procédure doit avoir lieu officiellement, en présence de l'accusé, conformément à l'article 210.45 du Code de procédure pénale de l'État de New York, qui garantit le droit de l'accusé à être présent à toutes les étapes cruciales du procès. Le juge, mal préparé à une contestation procédurale aussi précise de la part de quelqu'un qui aurait dû apprendre les bases de l'algèbre plutôt que des techniques juridiques avancées, est resté silencieux. Il comprenait que, même maintenant, sa tentative de reprendre le contrôle ne pouvait se concrétiser en dehors de l'audience publique. Contraint de poursuivre l'audience publique, le juge Harmon a observé, avec une inquiétude à peine dissimulée, le dossier de l'accusation se déliter sous le démantèlement méthodique des preuves et des témoins par Michael. Lors du contre-interrogatoire du responsable de la sécurité de l'entreprise, Michael a révélé que les images de surveillance de la nuit avaient été supprimées dans des circonstances suspectes, créant un doute raisonnable quant à la chronologie de l'accusation. Jour après jour, instant après instant, Michael a construit une défense inattaquable sur les bases solides que ses contre-interrogatoires avaient posées, insufflant une nouvelle vie à une salle d'audience qui semblait autrefois conçue pour écraser quiconque était moins puissant que la loi elle-même. Par l'intermédiaire du spécialiste informatique de l'entreprise, Michael a révélé que les courriels censés incriminer sa mère contenaient des métadonnées totalement incompatibles avec la configuration de son ordinateur, suggérant fortement qu'ils avaient été fabriqués le matin même. Visiblement désespéré, le procureur Brooks demanda discrètement une brève pause. Michael observa Brooks et le juge Harmon s'entretenir dans un couloir tendu, leurs gestes passionnés trahissant un profond désaccord sur la marche à suivre. À la reprise de l'audience, Brooks annonça avec un triomphe à peine dissimulé, l'État souhaite présenter des preuves récemment découvertes, et produisit des fragments de la messagerie électronique prétendument supprimée de l'accusé, alléguant qu'il montrait Laetitia en train de négocier la vente d'informations confidentielles à un acheteur anonyme. L'apparition soudaine de ces courriels jamais divulgués lors de la communication préalable au procès est survenue précisément au moment où le dossier de l'accusation s'effondrait et éveilla immédiatement les soupçons de Michael et de plusieurs jurés, dont les regards échangés en dirent long. Se levant calmement mais avec force, Michael s'adressa au juge, « Votre honneur, la défense conteste cette preuve surprise pour plusieurs raisons. Premièrement, en vertu de l'arrêt Bradis et Maryland, l'accusation était tenue de divulguer tous les éléments de preuve lors de la communication préalable au procès. Deuxièmement, la révélation soudaine de ces courriels soulève de graves questions quant à leur authenticité et à leur chaîne de possession. Troisièmement, nous demandons un délai pour que ces documents soient examinés par un expert judiciaire avant leur présentation au jury. » Le juge Harmon, saisissant l'occasion de reprendre le contrôle, rejeta l'objection d'un hochement de tête satisfait, « Rejeté. Ces courriels semblent très pertinents et le jury doit les entendre immédiatement. Poursuivez, Monsieur Brooks. » C'était le moment tant attendu par Michael. Avec un calme délibéré qui démentait son cœur battant, il annonça, « Dans ce cas, votre honneur, la défense présente sa propre preuve. » Il fit écouter un enregistrement audio réalisé la veille au soir au University Club, capturant une conversation entre le juge Harmon, le procureur Brooks et Gregory Wilson, tandis qu'ils complotaient pour fabriquer des preuves et coordonner de faux témoignages, des violations flagrantes de multiples règles éthiques et une possible association de malfaiteurs visant à entraver la justice. Tandis que Michael diffusait les 30 premières secondes depuis son téléphone, les voix caractéristiques de Harmon et Brooks discutant de la manière de tromper l'enfant et d'empêcher le jury de donner raison aux veilleurs de nuit résonnèrent. Le visage du juge Harmon se crispa de fureur. Il frappa du marteau et réclama le calme,
exigeant simultanément « Cet enregistrement est irrecevable, saisissez ce téléphone immédiatement ». Mais Michael, sensibilisé par les conseils de Sandra sur la gestion des tactiques du juge, répondit sans hésiter « Votre honneur, en vertu de la loi fédérale sur la conduite judiciaire et le handicap, le juge impliqué ne peut nier les preuves d'une faute judiciaire, et toute tentative en ce sens constitue une nouvelle violation de l'article 18 USC 371 pour obstruction à la justice. De plus, la loi de l'État de New York sur le consentement d'une seule partie rend cet enregistrement parfaitement légal, plus qu'un participant y a consenti. La salle d'audience fut plongée dans le chaos. Les jurés fixaient Harmon d'un air allant de la stupeur au dégoût, les journalistes se précipitaient pour déposer les dernières nouvelles, et les huissiers hésitaient, tiraillés entre les ordres du juge et la réalité explosive qui les attendait. Finalement, le juge Harmon, pressé de reprendre ses esprits, ordonna l'évacuation de tous et exigea une réunion immédiate dans son cabinet. Michael accepta, à une condition, que le professeur Thompson l'accompagne comme avocat pour un accusé mineur, une demande que le juge ne pouvait refuser en toute conscience compte tenu des circonstances. Une fois derrière les portes closes, la façade judiciaire d'Harmon s'effondra. Espèce de petit morveux, gronda-t-il en frappant son bureau avec une telle violence qu'un livre de droit s'écroula par terre. Sais-tu à qui tu as affaire? Je siège à ce tribunal depuis 20 ans. J'ai des relations que tu ne peux même pas imaginer. Ces menaces devinrent plus glaçantes, allusion au placement de Michael en famille d'accueil, avertissement que Laetitia pourrait faire face à des accusations supplémentaires, menaces voilées de radiation du professeur Thompson. Pourtant, Michael garda son sang-froid. Tes menaces sont désormais publiques, déclara-t-il en brandissant son téléphone. Grâce à Rebecca Martinez du New York Tribune, cette audience est retransmise en direct. Chaque mot que tu prononces aggrave tes violations éthiques et légales. La porte s'ouvrit brusquement et deux représentants sévères de la commission d'État sur la déontologie judiciaire entrèrent, flanqués de Sandra Collins, qui les avait discrètement alertés de la situation. Juge Richard Harmon, annonça leur doyen, nous ouvrons une enquête immédiate sur des allégations de mauvaise conduite judiciaire, de fabrication de preuves et d'abus de pouvoir. Vous êtes temporairement relevé de vos fonctions en attendant l'examen complet de la commission. Les accusations figèrent Harmon en plein ricanement. Cet après-midi-là, sur décision du tribunal, l'affaire de Laetitia Carter fut suspendue et confiée à un nouveau juge, qui jugea rapidement sa caution initiale excessive et injustifiée. Lorsque la mère et le fils s'embrassèrent devant le tribunal, entourés de leur soutien et de la presse, Laetitia murmura, les larmes aux yeux, de soulagement et de fierté, « Tu l'as fait, ma chère. Tu l'as vraiment fait. » Épuisé émotionnellement et physiquement, Michael ne put que la serrer contre lui, le poids de leur victoire encore écrasant. 6 semaines plus tard, une audience plus discrète, mais tout aussi cruciale, a eu lieu devant la juge Helen Washington, une juriste réputée pour son examen juridique méticuleux et son engagement indéfectible en faveur de l'équité procédurale. À huis clos en raison de la minorité de Michael, cette audience a marqué l'aboutissement d'un examen approfondi des preuves et de la procédure, garantissant que justice soit enfin rendue. L'affaire Laetitia Carter et des dizaines d'autres verdicts troublants rendus par le juge Richard Harmon au cours de ses 20 années de mandat ont fait l'objet d'un examen systématique. Cet examen a révélé des pratiques de partialité et de corruption allant bien au-delà d'une simple poursuite abusive. Les preuves présentées devant ce tribunal sont à la fois volumineuses et troublantes, a déclaré la juge Washington, sont-on mesuré incapable de dissimuler son indignation alors qu'elle s'adressait au petit rassemblement dans son cabinet. Madame Carter a été prise pour cible non pas en raison d'un quelconque indice crédible d'actes répréhensibles, mais parce qu'elle constituait un bouc émissaire commode pour les activités criminelles de M. Wilson. Ce dernier a exploité sa vulnérabilité avec l'aide consciente d'agents assermentés qui ont violé sans vergogne leur serment de faire respecter la justice. Les conclusions sont complètes et accablantes. Gregory Wilson a volé les dossiers lui-même pour dissimuler un détournement de fonds sur les comptes de clients, puis a désigné Madame Carter comme coupable, estimant qu'une mère célibataire noire serait condamnée quelles que soient les preuves tangibles. Le complot s'est étendu au juge Harmon, au procureur Brooks et à plusieurs policiers impliqués dans son arrestation, motivés par des relations personnelles, des intérêts financiers et des préjugés raciaux profondément ancrés qui ont corrompu leur jugement professionnel et violé leurs obligations éthiques les plus élémentaires. Plus alarmants encore sont les liens découverts entre les lourdes condamnations du juge Harmon et les investissements de sa famille dans des prisons privées du nord de l'État, où des accusés majoritairement noirs et latinos de son tribunal fournissaient une main-d'œuvre bon marché à des entreprises manufacturières détenues en partie par des trusts de la famille Harmon. Il ne s'agit pas seulement de corruption individuelle, il s'agit d'une exploitation systématique des disparités raciales dans notre système judiciaire à des fins personnelles.
L'expression de la juge Washington devint grave lorsqu'elle énuméra les accusations criminelles portées contre le juge Harmon, le procureur Brooks, Gregory Wilson et d'autres personnes impliquées dans cette enquête tentaculaire. Submergée par l'émotion, Laetitia Carter fondit en larmes tandis que les marshals escortaient Gregory Wilson dans la salle. Au terme d'un accord de plaidoyer, qui entraîne toujours une peine de 7 ans, il reconnut formellement son vol et le piège qu'il avait tendu. J'ai ciblé Madame Carter parce que je savais que personne ne croirait une femme noire plutôt que moi, a-t-il avoué, incapable de soutenir son regard. Je comprenais le fonctionnement du système et j'ai utilisé cette connaissance pour me protéger à ses dépens. L'exonération formelle de Laetitia s'est accompagnée d'un dédommagement substantiel pour incarcération injustifiée et poursuites abusives des fonds qui lui assureraient enfin, à elle et à son fils, un avenir après des années de difficultés financières. Aucune somme ne saurait compenser pleinement la perte de liberté, l'atteinte à la réputation et le traumatisme émotionnel, a reconnu le juge Washington. Dans les semaines qui ont suivi leur victoire judiciaire, Laetitia et Michael ont quitté leur appartement exigu de Harlem pour un quartier plus sûr du Queens. Ils ont trouvé une maison modeste, suffisamment spacieuse pour que Michael puisse y occuper sa propre chambre, remplie des livres de droit qui étaient devenus sa passion. Mais plus importante encore que leur nouvelle adresse, c'était la décision de Laetitia de fonder la Carter Justice Initiative, une association à but non lucratif destinée à guider les personnes accusées à tort dans le labyrinthe juridique qui avait failli détruire sa vie. Ce qui m'est arrivé arrive tous les jours à des personnes sans Michael pour se battre pour elle, a-t-elle déclaré aux participants au lancement de la fondation, rejoint par plusieurs personnes innocentées identifiées lors de l'examen du dossier par le juge Harmon. Nous soutiendrons ces familles afin qu'elles ne soient pas seules face à un système qui n'a jamais été censé leur donner une chance équitable. Bien que des écoles privées prestigieuses aient offert des bourses à Michael, il a choisi de poursuivre ses études dans le public tout en étudiant le droit de manière indépendante sous la tutelle du professeur Thompson. Le problème n'est pas que j'avais besoin d'une école spécialisée pour réussir, a-t-il déclaré à la journaliste Rebecca Martinez lors d'une rare interview. Le problème, c'est que chaque école devrait enseigner aux élèves leurs droits et les systèmes qui régissent leur vie. C'est le changement que je souhaite voir. Leur affaire a marqué un tournant dans la réforme judiciaire de l'État de New York, suscitant la création d'une commission d'examen indépendante chargée d'examiner les décisions des juges pour déceler des pratiques de condamnation suspectes, notamment des disparités raciales. En 6 mois, la commission a obtenu l'exonération de 27 personnes condamnées à tort, pour la plupart des personnes de couleur condamnées par le juge Harmon et 3 autres juges aux antécédents similaires. Le reportage approfondi de Rebecca Martinez sur l'affaire lui a valu le prix Pulitzer du journalisme d'investigation, et le professeur Thompson a été invité à diriger un groupe de travail spécial sur la réforme du contrôle judiciaire pour prévenir de futurs abus de pouvoir. Walter Johnson, le concierge de nuit dont le courage était essentiel malgré le risque personnel, a été embauché par Laetitia comme directeur du bureau de la Carter Justice Initiative, un rôle qui correspondait enfin à ses talents d'organisation et apportait de la stabilité à sa famille après des décennies de travail précaire. Par une chaude matinée de samedi, près d'un an après l'arrestation de Laetitia, Michael était assis à un bureau dans le petit bureau transformé en centre juridique communautaire de son ancien quartier de Harlem. Ce modeste espace, financé en partie par l'accord de Laetitia et complété par des subventions pour les droits civiques, offrait une assistance juridique gratuite aux membres de la communauté confrontés à des litiges de logement, à des discriminations et à des problèmes de justice pénale. Alors que Michael examinait les notes de dossier pour une prochaine audience de défense des locataires, la porte s'ouvrit pour révéler une jeune fille noire, à peine âgée de 9 ou 10 ans, serrant un dossier en papier craft presque trop grand pour ses petites mains. « Êtes-vous vraiment Michael Carter » demanda-t-elle, la voix mêlée d'espoir et de scepticisme. « Celui qui a battu ce juge incompétent quand vous n'étiez qu'un enfant ?» Michael sourit, reconnaissant en elle la même détermination qui avait animé sa propre quête improbable. « Je le suis. Comment puis-je vous aider ?» La jeune fille posa son dossier sur son bureau et l'ouvrit pour révéler des coupures de journaux soigneusement rangés, des documents judiciaires et des notes manuscrites dans une écriture méticuleuse et enfantine. « Voici mon père » expliqua-t-elle, le menton levé dans un geste de fierté qui dissimulait à peine sa peur. « Il est en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. J'ai rassemblé des preuves, mais personne ne me croit. » Michael ressentit une puissante vague de déjà-vu en examinant ses recherches minutieuses, se remémorant ses propres débuts désespérés et les alliés dont le soutien avait rendu son succès possible. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il doucement. « Zo Washington » répondit-elle, les yeux clignotant avec anxiété tandis qu'il commençait à examiner ses documents. « Tu penses pouvoir nous aider » demanda-t-elle d'une voix faible. « Découvrons-le ensemble »
dit Michael en se penchant. Parce que personne ne devrait avoir à affronter ce système seul. Comme pour souligner leur impuissance, Michel referma le dossier et croisa le regard de Zoe. Dans ses yeux, il lut le même mélange de peur, d'espoir et de détermination farouche qu'il avait porté dans ses moments les plus sombres. « Je te crois, Zoe, dit-il doucement. Et ensemble, nous les forcerons à écouter. » Aussitôt, son visage s'illumina de la première véritable lueur d'espoir qu'elle avait ressentie depuis des mois. À cet instant, Michel prit conscience du chemin parcouru. Ce qui avait commencé comme le combat solitaire d'un enfant désespéré pour la liberté de sa mère était devenu un véritable symbole de possibilité pour quiconque était confronté à un combat similaire. Il a découvert sa raison d'être au sein même du système qui semblait autrefois conçu pour le détruire. La véritable victoire, a-t-il compris, ne consistait pas seulement à libérer sa mère ou à dénoncer un juge corrompu. Il s'agissait de prouver que la justice, bien que souvent refusée, n'est jamais hors de portée lorsqu'on la recherche avec connaissance, une détermination inébranlable et le courage d'affronter ceux qui abusent de leur pouvoir. Avez-vous déjà lutté contre l'injustice alors que le monde vous disait qu'elle était désespérée? Connaissez-vous quelqu'un qui a lutté contre l'impossible et a triomphé? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire de courage et de persévérance vous a inspiré, cliquez sur « J'aime » pour la faire découvrir aux autres. La lutte contre la discrimination et la corruption dans notre système judiciaire se poursuit chaque jour, et partager ces histoires fait toute la différence. Abonnez-vous pour découvrir d'autres témoignages poignants de citoyens ordinaires qui ont obtenu une justice extraordinaire malgré des obstacles insurmontables. Merci de m'accompagner dans ce voyage remarquable à travers l'histoire de Michel. N'oubliez pas, le véritable changement se produit lorsque la connaissance rencontre le courage, lorsque les individus refusent d'accepter que le système est trop puissant pour être remis en question. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde où la justice ne tient compte ni de la couleur ni de la classe sociale. D'ici là, continuez à défendre ce qui est juste, même seul.